Ok, bien, bonjour tout le monde. Alors, pour ce cours et puis les deux cours suivants, enfin même deux ou trois cours suivants, on va s'attaquer à ce qu'on peut appeler la macroévolution, mettre en contraste avec la microévolution. C'est ce que vous avez vu en cours avec Madame Constant jusqu'à présent, comment des pressions de sélection vont influencer une population donnée, et comment les organismes s'adaptent à leur environnement. Donc c'est également ce que l'on fait en ce moment en TD avec la génétique des populations. Donc tout ça, on peut le considérer comme étant de la microévolution parce que cela concerne les modifications dans le temps au sein d'une population, au sein d'une espèce. D'accord ? Donc la macroévolution, c'est un peu différent parce que cela concerne la diversification de une population en une espèce en plusieurs espèces. D'accord ? Donc cela concerne les mécanismes de spéciation et les tendances pendant des temps longs, des temps géologiques. Donc ça va être ça les thématiques pour les 4 prochains cours. Donc phylogénie aujourd'hui et mécanisme de spéciation en semaine 8 après les vacances. Et ça sera suivi par une considération un petit peu de des grands événements dans le temps géologique. Et ensuite, Madame Constant va reprendre la main pour expliquer le modèle de équilibre ponctué qui fait un petit peu le lien entre tout ça, entre les mécanismes de spéciation que l'on connaît et ensuite comment dire, les grands thèmes que l'on voit dans l'archive fossile. Bon, ça, c'est notre programme pour les 4 prochains cours. Alors aujourd'hui, les objectifs à la fin du cours, c'est vous devez être capable d'interpréter les arbres phylogénétiques et utiliser le vocabulaire pertinent. Vous devez connaître les étapes dans leur construction, comprendre un petit peu l'importance des choix que l'on opère. Parce que un arbre phylogénétique, c'est un modèle que l'on construit, et évidemment, la valeur qu'a ce modèle dépend des données que l'on utilise pour le construire. Donc, si on fait des mauvais choix en termes des taxons, les organismes que l'on va mettre dans notre analyse, ou si on fait un mauvais choix en termes des types de caractères que l'on va utiliser pour construire notre arbre phylogénétique, le modèle peut être faux. Donc ça, c'est une étape très très importante. Et puis, dernièrement, l'idée, c'est que vous ayez au moins une compréhension dans les grandes lignes de comment fonctionnent les deux types d'approches de distance et de cladistique pour construire des arbres phylogénétiques. Mais ça, on va faire pas mal d'exercices de ce style en télé. Alors donc ça c'est les objectifs et le plan pour aujourd'hui c'est je vais commencer par une petite introduction sur la systématique comment on est passé d'une œuvre de classification linéenne vers une compréhension ou une approche phylogénétique. C'est quoi la différence entre les deux et pourquoi c'est important. Et là on va faire un petit peu quelles sont les étapes pour les construire, comment on fait pour construire des arbres à partir des caractères. Ensuite, le deuxième type de données que l'on peut utiliser pour construire des arbres phylogénétiques, ce sont les données moléculaires, les séquences de protéines ou d'ADN ou d'ARN. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Et on va aborder les techniques que l'on utilise pour construire des arbres à partir de ce type de données. Alors la première question, c'est pourquoi on doit s'intéresser à tout ça? Quel est l'intérêt à le faire, ou même à classer le vivant, phylogénétiquement ou pas, quelle est l'utilité? L'utilité, c'est parce que c'est souvent la première étape dans la compréhension d'un phénomène naturel. C'est-à-dire, on essaye de
classer des phénomènes qui sont semblables, on va voir s'il y a un ordre là-dedans, parce que s'il y a un certain ordre, ça peut nous donner des idées sur quels sont les processus fondamentaux qui font que cet ordre émerge. Et l'exemple que l'on peut évoquer, c'est le table périodique des éléments, c'était l'œuvre de Mendeleïev. Et avec cette table périodique, on peut voir que les éléments avec des propriétés chimiques semblables se rangent en colonnes et en blocs. Donc les propriétés chimiques des éléments ne sont pas distribuées arbitrairement, il y a un ordre là-dedans. Et ça veut dire que, bon, derrière juste la nature chimique des éléments, il y a quelque chose de plus fondamental qui fait que cet ordre-là émerge quand on classe les éléments en fonction de leur nombre atomique. Et donc il a fallu comprendre la structure atomique, les orbitales, les électrons et tout ça, pour expliquer pourquoi on voit cet ordre émerger chez les éléments chimiques. Donc la classification, le rangement a permis d'entrevoir que, ok, on avait quelque chose de plus fondamental chez les éléments qu'il fallait comprendre. Et ça va être un petit peu ça l'intérêt en biologie. Donc le problème pour nous, par contre, c'est que pour les chimistes, ils avaient une centaine d'éléments à essayer de classer, tandis qu'en biologie, on pense qu'on a, je sais pas moi, quelque part comme entre 10 à 30 millions d'espèces vivantes actuellement, et certainement une centaine 100 fois plus d'espèces ayant jamais existé dans tout le temps, dans toute l'existence de la planète. Donc, l'œuvre de classification est plus ardue parce qu'on a beaucoup plus d'objets biologiques avec beaucoup plus de diversité. On passe de petits virus qui ont peut-être 30 nanomètres de diamètre jusqu'aux grands organismes ici avec, je sais pas, 20 mètres, 30 mètres de taille, de longueur. Donc, quels peuvent être les éléments qui permettent de lier les organismes vivants, ou est-ce qu'on a juste une sorte de distribution aléatoire des espèces sans vraiment de lien entre elles? Donc c'est ça que l'on veut savoir avec une œuvre de classification. Alors, vraiment le premier, je pense que d'abord, on peut remonter jusqu'à Aristote, qui essaie de classer tous les objets dans le monde selon le schéma animal, végétal et minéral. Mais ensuite, on n'a rien fait jusqu'à Linné au XVIIIe siècle. Et c'est lui qui a fait une classification rigoureusement scientifique des espèces chez les plantes, chez les végétaux et chez les animaux. Donc ça, c'était une immense œuvre. Il a réussi à classer plusieurs milliers d'espèces. Et il avait introduit deux innovations majeures. Donc la nomenclature binomiale, qui donne ce qui a permis de raccourcir des noms latins des espèces. C'est la convention qui reste jusqu'à nos jours. Donc le premier nom avec un majuscule, c'est pour le genre, et le deuxième nom, c'est pour l'espèce. Ok, donc ça va, c'était une sorte de simplification des noms latins des espèces. Deuxième chose, mais ce qui est plus important pour nous, il a introduit l'hiérarchie taxinomique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour chaque espèce, on va le classer, disons, non, c'est pas chaque espèce. Donc, pour chaque groupe d'espèces, on va les classer ensemble dans un genre. Chaque genre, on va les classer dans une famille. Chaque groupe de familles, on va les classer dans un ordre, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on arrive au règne animal et végétal. Alors, à l'époque, évidemment, Linné, il n'était pas au courant des micro-organismes, donc ça n'existait pas dans sa classification à lui. Donc, par la suite, on a dû introduire les bactéries et les protistes dans ce type de classification. Alors, pourquoi c'est important ça? C'est important parce il y a une arborescence qui est implicite dans cette
classification hiérarchique. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que un petit peu. Ok. C'est bien. Ah, stop. Ok. Donc ça veut dire, ok, si j'ai plusieurs espèces, je vais les mettre tous ensemble dans le même genre. J'ai un autre groupe d'espèces ici, je les mets dans un autre genre. Ces deux genres-là, je les mets dans la même famille. Et on peut continuer comme ça. Ces deux familles, je vais les classer dans le même ordre. Donc notre structure, notre hiérarchisation taxinomique fait sortir une structure en arbre. Alors la question un petit peu, c'est est-ce que cette structure en arborescence, c'est quelque chose de réel qui existe dans le vivant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est totalement artificiel? C'est juste un artefact parce que Linné a décidé que ça va être comme ça. Bon, c'est un peu moitié-moitié, parce que ce qui est artificiel là-dedans, c'est le nombre de niveaux. Okay, c'est Linné qui a décidé, ok, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux hiérarchiques, et c'est tout. Donc ça c'est artificiel. Ça ne reflète pas vraiment la réalité biologique. Mais par contre, le fait de regrouper des espèces dans un genre, regrouper des genres dans une famille, ça c'est pas artificiel. Linné n'a pas opéré cette classification de façon arbitraire. Il a classé les espèces en genres selon leurs propriétés morphologiques. Pareil, les différents genres qui vont être dans une même famille partagent un certain nombre de caractéristiques biologiques qui, elles, sont bien réelles. Donc, en fait, cette structure en arborescence, c'est pas un artifice, c'est pas juste une lubie de Linné qui a décidé, oh, je vais mettre ceux-là ensemble. C'est quelque chose qui reflète réellement une proximité dans la biologie des organismes. Alors, pour Linné, donc il n'avait pas vraiment d'explication pourquoi c'était ainsi. Okay, il dit, ok, c'est comme ça. On a ces structures en arborescence, je constate. Mais il n'y a pas d'explication pourquoi on a cette structure-là. Donc ça les explications pourquoi le monde biologique est organisé dans ce type de structure vient avec des idées sur l'évolution de la vie, développées peut-être d'abord par Lamarck et ensuite par Darwin. Donc on avait deux explications des mécanismes fondamentaux en biologie pour expliquer pourquoi on sort cette structure en arborescence. Alors, pour Lamarck, ce qu'il pensait, lui, c'est que on a deux grandes forces fondamentales en biologie. On a une sorte de tendance vers plus de complexité. Donc, les organismes démarrent, ils sont simples et ils ont tendance à devenir plus complexes avec le temps. Et à côté de ça, on a une adaptation de l'organisme à son environnement via, selon Lamarck, la transmission des caractères acquis. Donc, ce qui veut dire que si j'ai un organisme simple et qui est comme ça, bon, il va avoir une tendance à devenir de plus en plus complexe, mais de temps en temps, il va prendre un branchement et il va changer sa morphologie parce que il va s'adapter à son environnement. Et comme puisqu'on a ces deux forces-là qui sont orthogonales, bon, on va avoir une arborescence qui se produit. Et donc, c'est ce qu'il a proposé dans ses travaux ici, là, publiés en début du 19e siècle. Donc ça, c'est tiré de l'introduction anglaise de cet ouvrage ici. Donc, il dit clairement que, bon, la base de tous les animaux, tout le monde commence comme étant les vers, ensuite on a des insectes,
Ensuite, on a des reptiles qui sont les ancêtres des oiseaux et des mammifères. Donc il dit ça. Alors, en plus, il a dit, on a dit, Linné, monsieur Lamarck, si tout le monde devient un simple, commence comme un organisme simple, et devient plus complexe, comment se fait-il qu'il y a encore des organismes simples dans le monde? Parce que tout le monde a dû devenir complexe. Il dit, voilà, mais on a la génération spontanée qui va remplir le monde des espèces simples. Donc on a le remplissage on continue. Donc deux problèmes fatals pour sa théorie. Parce qu'il est reposé sur deux mécanismes qui en fait n'existent pas. La génération spontanée, ça n'existe pas. La transmission des caractères acquis, ça n'existe pas. Donc, beau modèle, bel artifice intellectuel, malheureusement pour Lamarck, c'est pas correct. Néanmoins, c'est une tentative d'expliquer l'organisation du vivant à partir de principes fondamentaux. Donc, c'était un effort tout à fait louable. Alors, la prochaine tentative, c'est Darwin, avec le mécanisme de sélection naturelle. Donc Darwin, il note dans ce cahier en 1837, moi je pense, I think, que lorsqu'on a une espèce ancestrale ici, avec le processus de sélection naturelle qui va être amplifié dans le temps, ce qui va se passer, c'est que cette espèce ancestrale va bifurquer ou trifurquer et va donner naissance à différentes espèces qui sont ses descendantes et qui vont être différentes les unes des autres parce que elles se sont adaptées à leurs conditions environnementales distinctes via le processus de sélection naturelle. Donc cette fois-ci, il a un mécanisme qui tient la route. Okay. Et donc, Darwin et Lamarck aussi, ils disent que l'organisation du monde vivant en arborescence, si on fait une classification, ça émerge parce que cette classification reflète les relations de parenté entre des organismes. Et si les différentes espèces sont dans un même genre, ça veut dire qu'ils ont partagé un ancêtre commun relativement récent. Et que deux gens dans la même famille ont partagé un même ancêtre commun. Et c'est pour ça que la phylogénie est importante, parce que ça devient un moyen pour nous de retracer les liens entre des espèces et l'historique d'apparition de différentes espèces. Donc, le premier vraiment à faire sortir cette idée, c'est Haeckel, qui était un adepte de Darwin. C'est lui qui a traduit sur l'origine des espèces en allemand. C'est lui qui a donné le terme phylogénèse, c'est-à-dire et le terme phylogénie, qui est l'étude de la formation et de l'évolution des organismes en vue d'établir leur parenté. Donc c'est lui aussi qui a publié un petit peu ce truc-là, où on a une sorte de structure en arbre, où on dit que c'est les Monera, les organismes unicellulaires, qui sont un petit peu les ancêtres de tous les organismes vivants actuellement. Okay, donc, différence entre une classification linéenne et une classification phylogénétique. Dans une classification linéenne, on a un nombre de niveaux qui sont strictement limités à 7, et si on a des correspondances entre des organismes, on ne va pas forcément conclure qu'il y a un lien de parenté. Dans un arbre phylogénétique, les relations qui sont dans l'arbre sont les relations de parenté, et du coup, le nombre de niveaux n'est pas prédéfini. Okay, donc on peut avoir autant de niveaux que l'on veut. Alors, donc ça c'est l'enjeu, c'est de retracer un petit peu l'historique de la vie sur la planète via les arbres phylogénétiques. Et les règles pour le faire correctement ont été posées et un petit peu formalisées par un chercheur qui s'appelait Hennig. Donc lui, il nomme un petit peu cette discipline la cladistique, et c'est lui qui a donné le vocabulaire et les méthodes pour construire correctement les arbres phylogénétiques. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, Hennig, il dit, ok, donc dans un arbre phylogénétique qui est bien résolu,
on a une structure comme ici. À chaque nœud, on doit avoir 2 branchements seulement, 2 embranchements. Et chaque extrémité d'une branche, c'est un taxon. On dit que ce sont des taxons. Alors, les taxons, c'est quoi? Bon, ça dépend à quel niveau on établit la classification. Ça peut être une espèce biologique, ça peut être un individu, si on fait une étude phylogénétique à l'intérieur d'une espèce, ça peut être un genre, une famille d'organismes, si on fait une classification phylogénétique à des niveaux hiérarchiques très hauts. Néanmoins, tout ça, c'est un taxon. Alors, les nœuds, ici, ça représente les ancêtres communs. Donc, ici, cet ancêtre commun est l'ancêtre des taxons B et C. Cet ancêtre commun ici, c'est l'ancêtre de A, B et C et celui-ci. Alors, l'ancêtre commun, c'est un petit peu un concept théorique. Si on découvre une espèce fossile, on ne va pas dire que le nœud ici, là, ça c'est l'espèce fossile. On va faire un branchement ici, on va représenter l'espèce fossile comme un autre taxon. Parce que pour tel ou tel fossile, c'est impossible de savoir si c'est vraiment cet individu-là qui était l'ancêtre commun. Donc les espèces fossiles, on les représente comme des taxons également. Alors, dans un arbre bien résolu, on n'a que 2 embranchements qui partent à chaque nœud. Ça, pourquoi ça? Parce que ce qui va différencier les 2 branches, c'est l'apparition d'une innovation évolutive sur une branche et pas sur l'autre. Donc c'est un truc binaire. On l'a ou on l'a pas. Donc si on a un arbre qui est comme ça, ok, ici on a un nœud et on a 3 branches qui sortent. Ici on a un nœud, 4 branches qui sortent. Ça, c'est pas un arbre résolu correctement en termes cladistiques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas assez de données pour résoudre cet arbre. Alors, on peut définir certaines structures ici. Donc, un ancêtre commun et les taxons qui en découlent, ça s'appelle un clade ou un groupe monophylétique. Et on les met tous ensemble parce que chacun de ces membres, l'ancêtre commun et les taxons, possèdent le même ensemble d'innovations évolutives. Et dernière chose, c'est que puisque c'est un arbre phylogénétique, quelque part, le temps est implicitement représenté. C'est-à-dire, si on considère les taxons qui sont tous vivants actuellement, okay, ça c'est le présent. Quand on remonte plus loin dans l'arbre, on recule dans le temps. Okay, c'est-à-dire que cet ancêtre commun ici vivait dans un temps plus reculé que celui-ci. D'accord? Alors ça, moi je vais pas faire le lien parce que c'est à la fin. Ok, donc ça c'est les éléments de base des arbres. Alors les arbres phylogénétiques ou les cladogrammes peuvent être enracinés ou non enracinés. Donc ça c'est un exemple d'un arbre non enraciné. On a 4 taxons qui sont liés entre eux, mais on n'a pas de racines. Alors, il y a plus d'arbres enracinés que d'arbres non enracinés, parce qu'on peut mettre la racine là, auquel cas notre arbre enraciné sera celui-ci. On peut mettre la racine ici, qui donne ça. On peut mettre la racine là, et ainsi de suite. Ok? Donc l'enracinement, c'est une question importante souvent pour l'interprétation correcte, parce que si on veut savoir, ok, qui est le parent le plus proche du taxon A, sur l'arbre non enraciné, on ne peut pas vraiment le dire, parce que ça dépend où on met la racine. Donc si la racine est ici, bon, ben, le taxon A est le plus éloigné de tous les autres, donc il n'y a pas de parent plus proche. Si la racine est ici, bon, ben, c'est le taxon B qui est le plus proche. D'ailleurs, c'est vrai aussi si la racine est là ou là. Si la racine est là, bon, ben, c'est C et D qui sont le plus proche parent de A. Donc, chaque fois qu'on fait ça, pour trouver le plus proche parent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de notre taxon, remonter l'arbre, puis redescendre en faisant le moindre nombre de pas. Ok, donc C et D
sont les plus proches parents de A sont plus proches du taxon A que le taxon B, parce que pour arriver au B, il faut remonter plus loin dans l'arbre. Okay, donc l'enracinement, c'est important. Okay. Alors, cladogramme, phylogramme, c'est deux types d'arbres phylogénétiques distincts. Donc, un arbre phylogénétique, on peut l'appeler un dendrogramme. Et chez les dendrogrammes, on a deux types, cladogramme et phylogramme. Qu'est-ce que c'est la différence? Bon, dans un cladogramme, on représente que la topologie. Et dans un phylogramme, on représente la topologie et la distance. Donc si on représente la topologie, la longueur des branches n'a aucune signification. Ils peuvent être tous pareils ou on met tous les taxons au même niveau. Dans un phylogramme, la longueur des branches va être différente. Et pourquoi? Parce que la longueur des branches va être proportionnelle à la divergence des taxons. Et sous certaines conditions, on peut dire que c'est aussi lié au temps. Si tout le monde a une évolution à un taux constant. Donc on pourrait dire que le laps de temps entre ce nœud ici et ce nœud-là, c'est relativement court parce que notre branche est courte, tandis que le laps de temps entre ce nœud et celui-ci est plus longue. Ça c'est un petit peu, donc on peut tenter les interprétations comme ça, avec un phylogramme mais pas avec un cladogramme. Et les autres éléments de vocabulaire que vous devez maîtriser, c'est les définitions de différents groupes que l'on peut définir sur un cladogramme ou un dendrogramme. Alors, un groupe monophylétique ou un clade, okay, c'est l'ancêtre commun et tous les taxons qui dérivent de cet ancêtre. Par contre, cette structure-là, on a un ancêtre commun et certains des taxons qui sont dérivés en sont dérivés, mais pas tout le monde. Ça, c'est un groupe paraphylétique, un groupe monophylétique. Et l'autre truc que l'on peut observer, c'est un groupe polyphylétique. Ici, on a classé B et C ensemble, mais pas d'ancêtre commun. Alors, pourquoi on met B et C en commun? Parce que, bon, des fois, on a des organismes qui partagent certains caractères. Par exemple, les mammifères marins, ça va être un groupement polyphylétique qui partage des caractères, ils vivent dans l'eau. Mais en fait, ils sont dérivés de différents ancêtres communs. Et l'ancêtre commun de tous ces mammifères marins, bon, il n'était pas un mammifère marin. Donc, il ne possédait pas ce caractère. Donc, l'ancêtre commun n'est pas dans le groupe polyphylétique. Ok. Ouais, je vais vous poser, c'est le temps pour moi de prendre un petit peu de repos. Je vais vous poser un petit call là, pour voir si vous avez bien saisi ces différents termes de vocabulaire. Je vous donne 2 ou 3 minutes, et on va voir qui pense quoi. Ok, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a réfléchi un petit peu à ça? Qui a besoin d'un peu plus de temps? Ok. Allez, 1 ou 2 minutes. 1 minute.
Ok, on va voir quelles sont vos réponses. Alors, c'est un phylogramme. Qui dit oui? Qui dit non? Vous avez raison, c'est un phylogramme. Les branches ont de longueurs différentes qui représentent quelque chose, donc c'est un phylogramme. Il est enraciné. Qui dit oui? Ouais, c'est vrai. Ok, on voit la racine. Elle est là, ok, clairement là. Alors, 3, le parent le plus proche du taxon C, c'est le taxon F. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, c'est les noms qui ont raison. Ok, parce que ce qu'on a dit, il faut, pour trouver le parent le plus proche, il faut remonter dans l'arbre et puis redescendre. Si on remonte plus loin, le parent est plus loin. Ok, donc pour passer de C à F, il faut remonter de 2 nœuds et puis redescendre. Par contre, pour A et D, on remonte que de 1 nœud et puis on redescend. Donc c'est pour ça que les parents les plus proches de C, c'est D et A. D'accord? Pas F. Donc 3, c'est faux. Alors, la zone jaune représente un groupe paraphylétique. Qui dit oui? Qui dit non? Oh, là encore, c'est les oui qui ont raison là. Ok? Un groupe paraphylétique, la définition, c'est que on a l'ancêtre commun et quelques-uns des taxons qui dérivent de cet ancêtre, mais pas tout le monde. Donc ici, la zone jaune, ok, ancêtre commun, mais on n'a que les taxons G, I et J. B, E, H ne sont pas dans la zone jaune, donc c'est un groupe paraphylétique. Donc 4, c'est vrai. Et dernière question, l'ancêtre commun des taxons I et J est plus récent que l'ancêtre commun des taxons B, E, H et J. Qui dit oui? Qui dit non? Ah, c'est un peu 50-50. Donc ça veut dire que ça est plus récent que ça. Et je pense que ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que la distance, la longueur, c'est un phylogramme. D'accord? Tout le monde était d'accord là-dessus. Donc la longueur des branches a une signification. Donc, cet ancêtre commun. Donc on parle de ça et ça. Ils sont liés tous les deux à cet ancêtre commun ici. D'accord? Cette branche-là est relativement courte par rapport à cette branche ici. Donc, si on a une vitesse d'évolution qui est semblable partout, ce qui est une hypothèse, ce temps-là est plus court que ce temps ici. D'accord? Le présent, c'est en haut, donc en fait, oui, c'est vrai. Cet ancêtre commun, I et J, est plus récent par rapport au temps présent que celui-ci. Mais le raisonnement, c'est un peu plus alambiqué, c'est vrai. Okay? Ok, ça va pour tout le monde, je pense. Ok, donc ça c'est le terme et le vocabulaire et l'interprétation des arbres phylogénétiques. Alors comment on les construit? Alors première chose, c'est que un arbre phylogénétique c'est un outil pour répondre à une question donnée. Donc il faut avant de commencer se dire quelle est ma question? Quelle est la question que je veux résoudre? Donc il y a deux types de questions, les relations entre différents taxons, on a plusieurs espèces, on veut savoir qui est le plus proche parent de qui, et dans un groupe d'organismes, lesquels sont les plus proches, lesquels les plus éloignés, l'ancêtre commun entre ces espèces est-il récent ou ancien? Ça relève un petit peu la deuxième question, quelles sont les origines des différents taxons? Donc c'est un peu la même chose. Si j'ai différents groupes d'espèces, est-ce que leur divergence est récente ou ancienne? Pour un groupe d'organismes donnés, est-ce que j'ai une origine commune ou est-ce qu'on a plusieurs origines relativement indépendantes? Dans le cas d'une série de maladies infectieuses. Je ne sais pas si vous avez revu les infos ce week-end. 9 cas d'intoxication alimentaire chez McDo à Nantes. Donc, les managers à McDo pourraient très bien dire « Ah oui, mais ça, c'est les gens, ils ont chopé leur maladie à droite et à gauche. » Et on pourrait faire une enquête phylogénétique sur cette question-là, en séquençant le génome des différentes souches de bactéries. Alors, si on a les 9 bactéries qui sont très très proches phylogénétiquement, ça veut dire, ok, on a une origine commune. Et si c'est très proche
à une bactérie que l'on a retrouvée dans un hamburger chez McDo, on pourrait dire, ah bah voilà l'élément qui va les relier. Okay. Donc c'est utile pour savoir, ok, quelle est l'origine de ces différents taxons. Donc on pose la question. Deuxième chose à faire, c'est choisir quels sont les taxons que je vais analyser. On oublie ça souvent, mais c'est très important. Déjà, deux types de taxons. Les taxons intragroupes, c'est-à-dire le véritable objet de l'étude. Si on veut faire un truc, je sais pas moi, encore une histoire sur cette histoire de McDo, et on a 9 échelons, on veut faire une étude phylogénétique sur les 9 personnes qui ont fait qui ont eu cette intoxication alimentaire, bah, il faut être sûr que, bon, il faut choisir les trucs qui sont pertinents, c'est-à-dire l'espèce pathogène chez les gens touchés, et on veut une sélection équilibrée. Si on ne prend pas tout le monde, il faut que la sélection soit représentative. Donc imaginons, là on a 9 personnes, on pourrait étudier toutes les 9 souches de bactéries, donc ça serait OK. Si on avait opéré un échantillonnage et on dit, OK, on va en étudier 3, si c'est les 3 personnes qui sont dans la même famille ou un truc comme ça, et les 6 autres ne sont pas dans la même famille, c'est pas une sélection équilibrée. Donc on risque d'avoir un résultat biaisé par notre choix de taxons intragroupe. Donc ça c'est important. Deuxième chose, les taxons extragroupes. Ça, c'est pas vraiment des objets de l'étude. On ne veut pas les classer, les taxons extragroupes. Mais ils sont importants parce qu'ils vont permettre d'enraciner l'arbre de nos taxons intragroupes. Et donc, un choix des taxons extragroupes est important. Et il faut savoir que les taxons extragroupes sont plus éloignés que tous les taxons intragroupes. Donc, il faut connaître ça par avance, par d'autres moyens, par d'autres informations. Donc ça, c'est la première chose. Prochaine chose à choisir, ce sont les caractères que l'on va utiliser pour établir les liens de parenté entre nos différents taxons. Un caractère, c'est quoi? Bon, c'est un élément observable d'un organisme. Ça peut être un élément phénotypique, donc la morphologie, l'anatomie, chez l'adulte, chez l'embryon des fois, parce que certaines structures peuvent être perdues chez l'adulte, mais en fait sont déjà formées à l'état embryonnaire, ou ça peut être des caractéristiques microscopiques ou biochimiques. Okay, si j'ai un noyau, si j'ai une membrane avec tel type de lipides, des choses comme ça. L'autre type de données que l'on peut utiliser comme caractère, ce sont les données moléculaires, c'est-à-dire les séquences d'ADN, d'ARN ou d'acides aminés dans les protéines. Donc pour l'instant, on va se restreindre au caractère phénotypique. Okay. Alors là encore, il faut apprendre un petit peu les termes techniques là. Alors l'approche cladistique proposée par Hennig est basée sur cette idée, c'est-à-dire que chaque caractère, ils sont pas fixes dans le temps, mais ils évoluent. Ils se transforment. Donc pour chaque caractère, il peut être présent dans son état primitif, on appelle ça plésiomorphie, la forme primitive ou forme ancienne. Et en fait, si ce caractère subit une innovation évolutive, on va le retrouver à son état dérivé. Dans ce cas-là, on va l'appeler une apomorphie. Donc, pour raisonner ça un petit peu en termes cladistiques, c'est-à-dire que, ok, ici, on a une innovation évolutive qui s'opère à ce branchement-là. Cet ancêtre commun et le taxon A, ils vont posséder le caractère dans son état primitif, parce que l'innovation évolutive a eu lieu ici, d'accord? Tandis que cet ancêtre commun ici, les taxons B et C, possèdent le caractère à son état dérivé. Donc c'est pour ça que c'est important de regrouper les taxons selon les caractères aux états dérivés qu'ils partagent. Parce qu'ils les partagent, parce qu'ils ont hérité à partir d'un ancêtre commun. C'est le rond rouge ici. OK? Alors,
Un exemple de ça, une apomorphie, un caractère à son état dérivé, c'est la plume, qui caractérise les oiseaux. L'état archaïque, l'état primitif de ce caractère, c'est l'écaille, qui est présent chez ce qu'on appelle communément les reptiles. Alors, si on remarque bien, les reptiles, c'est pas un groupe monophylétique, c'est pas un clade, c'est un groupe paraphylétique. Parce qu'en fait, on les classe, parce que le groupe reptile est défini par la présence des écailles. Donc, c'est-à-dire, ils partagent le même caractère à l'état primitif. Alors ça pose un problème. Ce que l'on veut faire en phylogénie, c'est-à-dire on veut définir les clades, les groupes monophylétiques, et puis construire notre arbre petit à petit en mettant les clades les uns dans les autres. Mais pour ça, il faut absolument connaître quel est l'état archaïque et quel est l'état dérivé de chaque caractère. Alors comment savoir? Des fois, ça peut être un problème. Parce qu'imaginons, on a deux taxons. Tout ce qu'on voit, c'est que notre caractère est dans un état différent dans le taxon A du taxon B. Donc, qu'est-ce qui est archaïque là-dedans? Est-ce que c'est le taxon X ou le taxon Y? L'état X ou l'état Y de notre caractère. Et ça revient à se demander, quel était l'état de ce caractère chez l'ancêtre commun? C'est ça la question. Alors, on a deux approches que l'on peut utiliser pour déterminer l'état archaïque et dérivé d'un caractère. L'une des deux approches, c'est de regarder dans l'archive fossile. Donc là, on a notre taxon A, notre taxon B. Si on a accès à un taxon fossile qui est plus reculé ici, et on voit que on a l'autre caractère était dans l'état Y, c'est ça qui est archaïque, parce que c'est présent déjà dans l'espèce fossile qui est plus ancienne que l'ancêtre commun. Donc l'état archaïque, c'est Y, et du coup, c'est X qui est dérivé. Donc c'est ça le raisonnement. Alors ça marche pour les caractères qui sont préservés dans l'archive fossile, les os, les trucs comme ça. Si c'est un caractère qui n'est pas préservé, on a besoin d'une autre méthode. Et ça, c'est par comparaison avec des taxons extra-groupes. C'est une deuxième utilité ou importante d'analyser des taxons extra-groupes. Alors quel est le raisonnement ici? Là, j'ai mes deux taxons, A et B. L'extra-groupe CC, il a un parenté plus éloigné que A et B. Donc, en fait, l'ancêtre commun de A, B et C, c'est ici, c'est plus reculé dans le temps. Alors, si je trouve que mon taxon C, il a le caractère dans l'état X, dans ce cas-là, ça veut dire que l'état X est primitif. Et que c'est les Y qui est dérivé. Et du coup, là, j'ai mon innovation évolutive. Et donc, on doit absolument déterminer si c'est un caractère primitif ou dérivé. Alors, notre problème que l'on a avec les caractères, c'est des fois, on a des caractères qui sont partagés, qui ont des formes ou des fonctions semblables, et qui sont partagés par des espèces éloignées. Et ça peut arriver soit par convergence évolutive, ou par la réversion d'un état dérivé. Alors, et c'est ce qu'on appelle une homoplasie, dans ce cas-là. Le fait qu'un caractère est partagé par des espèces éloignées et c'est pas lié à leur degré de parenté. Alors, le problème avec ça, c'est que si on regroupe des espèces en fonction de leur homoplasie, qui sont partagées, on va construire un groupe polyphylétique. Et on ne veut pas faire ça, parce qu'un groupe polyphylétique ne représente pas les relations de parenté entre les taxons. Donc c'est ça. Donc, si on considère que B et C partagent ce caractère parce qu'ils l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun, on va faire un arbre phylogénétique qui est totalement différent, qui ne représente pas vraiment la vraie histoire de ces deux taxons. Donc on veut éviter de classer les organismes ensemble à cause de leur homoplasie. Alors comment on fait ça? Comment on évite ça? Comment on distingue des homoplasies, c'est-à-dire les caractères morphologiques qui sont partagés par convergence évolutive, des synapomorphies, c'est-à-dire les caractères dérivés
partagés qui sont hérités à partir d'un ancêtre commun. Parce que c'est ça qui va être important pour la phylogénie. Les synapomorphies. Alors, le truc à faire, c'est de se baser uniquement sur les caractères dits homologues. Qu'est-ce que c'est qu'un caractère homologue? C'est un caractère morphologique qui a le même plan d'organisation dans les différents taxons, différents organismes que l'on étudie, qui a la même position dans le plan d'organisation générale de l'organisme et qui a une même origine embryologique. Si ces conditions sont respectées, on peut dire que nos caractères sont homologues et il y a de beaucoup plus fortes chances qu'il s'agit d'une synapomorphie, si ces caractères dérivés sont partagés, qu'une homoplasie. Donc un exemple, c'est par exemple les membres chez les mammifères, plan d'organisation similaire, oui. Même position dans le plan d'organisation générale de l'organisme, oui. Même origine embryologique, oui. Ok, donc on peut les utiliser comme des éléments, des caractères homologues qui permettent de classer différents types de mammifères. Okay. Parce que ce sont des caractères homologues. Ok, c'est un peu compliqué tout ça, donc on va essayer de voir si vous avez compris ça. Alors la question ici, c'est pour chaque ligne dans les questions, je veux que vous me dites si les caractères représentent une synapomorphie qui sont caractéristiques du groupe. Donc l'amphi de lundi, ça n'a pas très bien marché avec eux. Okay. Donc il y avait des problèmes de comprendre la question ici. Donc pour essayer de remettre ça sur le plan là, qu'est-ce que ça veut dire là? Chez les poissons, l'état sans membre, c'est une synapomorphie. Alors si ça c'est vrai, ça veut dire ça. Ok, donc on a un ancêtre commun des tétrapodes et des poissons. Et le caractère sans membre, on dit que ça c'est la synapomorphie. Donc ça c'est l'innovation évolutive spécifique des poissons. Ça veut dire que l'ancêtre commun avait des membres entre les tétrapodes et les poissons. Donc il faut essayer d'imaginer cette situation-là. Ensuite, vous utilisez vos connaissances générales en biologie pour me dire est-ce que c'est vrai ou faux. Et ça pour chacune de ces propositions. Ok, est-ce que vous avez compris l'exercice là? Ok, on va essayer comme ça, je vous laisse réfléchir. À la limite, dessiner une petite bifurcation comme ça pour chacun des cas et réfléchissez si c'est vraisemblable ou pas, les propositions. Ok? Et n'ayez pas peur d'avoir tort parce que lundi, là, c'était un truc difficile et il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas compris la question. Ouais, 80% des étudiants. Ok, on va se circuler un petit peu là. Alors, la réponse pour la première, ouais, c'est faux. Ouais, c'est ça, c'est l'inverse, c'est-à-dire que ça c'est l'état. Alors, l'état sans membre, c'est quoi? C'est dérivé ou archaïque? Archaïque. Voilà. Donc c'est pas une apomorphie, c'est une plésiomorphie. Voilà. Ok, donc c'est la même chose à faire pour les autres. Alors c'est quoi la réflexion collective ici? Et c'est quoi? L'ancêtre commun des poissons et des tétrapodes avait des membres. Donc l'innovation évolutive, c'était de perdre. Et ça vous paraît vraisemblable, ça?
Bah, réfléchissez, un chiffre fossile, qu'est-ce qui est plus ancien? Les tétrapodes ou les poissons les poissons fossiles. Ok, là, les poissons actuels sont sans membres. Là, vous dites, ce que vous me dites là, c'est l'ancêtre commun des poissons actuels et des tétrapodes actuels. C'était des vertébrés marins. Il y a 400 millions d'années, vous me dites qu'ils avaient 4 membres. Non, ouais, non, mais l'arbre qui est présenté, c'est si la proposition 1 est correcte, ça veut dire ça. La question pour vous, c'est alors, est-ce que ça c'est vraisemblable? Est-ce que la proposition 1 est correcte, oui ou non? Non, 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 est-ce que c'est vrai ou faux, chacune de ces propositions? Ok? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'on comprend ce que je cherche les réponses qui sont recherchées là? La première, c'est synapomorphie. Donc la première, c'est vrai selon vous. Parce que comme beaucoup de poissons ont des membres, enfin, les serpents pareil. Oui, non mais, ok, ça caractérise le groupe, je suis d'accord avec vous, mais la question c'est est-ce que c'est un état dérivé ou l'état archaïque, d'accord? Ou est-ce que c'est pas un état partagé, ou est-ce que c'est aussi une homoplasie? C'est aussi possible. Les poissons, c'est archaïque. Voilà. Chez les serpents, ça ne l'est pas. Ok, oui, voilà. Abeilles poules cocons, ça ne l'est pas non plus. Ok, oui. Et chiens sur le sol aussi. Ok, d'accord. Bon, ok. Le problème, c'est dans la compréhension de l'exercice, en fait. Ok. Une fois que vous avez compris, ouais, c'est ce que j'ai senti lundi parce que la plupart des étudiants n'avaient pas compris, mais j'ai essayé de augmenter. Oh, oui. Allez, on va voir les réponses là. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ok, bon, là c'est. Ouais, on va voir. C'est bon, là, vous avez trouvé quelques réponses là? En fait, nous, c'était pour le 2. Dans le 4, Ouais. Le 4, par contre, on n'arrive pas à. Non, c'était pas pour le 4, c'était pour le 3. Ouais, ouais. Pour le 3, avec l'état des yeux, c'est les mêmes. L'abeille, c'est un œil qui est multifacette, donc Ouais. c'est pas forcément le même. Voilà, c'est pas homologue, c'est pas des caractères homologues. Donc ça peut pas être une synapomorphie, un caractère dérivé par GG. L'état sans membre, c'est à cause d'un gène sauteur, donc est-ce qu'on le met sans membre ou pas? Moi je le mettrais pas dans l'état sans membre. Non, ça veut dire, est-ce que c'est un état dérivé ou un état archaïque? C'est ça la question, chez les serpents. Ok? Ok, on va voir ça. Ok, bon, on a une discussion assez riche là, bon, on va voir les réponses. D'accord? Alors, première proposition. Chez les poissons, l'état sans membre est une synapomorphie. C'est ça la proposition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état dérivé. Et avant, l'ancêtre commun des tétrapodes et des poissons avait des membres, et c'est chez les poissons que c'était perdu. C'est faux, ça. Les ancêtres, si on regarde l'archive fossile, les vertébrés marins qui existaient il y a 400 millions d'années n'avaient pas de membres. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que chez les tétrapodes, l'innovation évolutive, c'est de développer des membres. Donc, c'est faux. C'est pas une synapomorphie, c'est une symplésiomorphie. C'est-à-dire, les poissons ont le caractère sans membre. Ça, c'est le caractère archaïque. D'accord? C'est pas le caractère dérivé. Alors, deuxième question. Chez les serpents, état sans membre. Cette fois-ci, l'hypothèse cladistique que l'on fait, c'est ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, on a, par exemple, les lézards et les serpents, l'ancêtre commun, lui, il avait des membres, 4 membres, et ces membres-là sont perdus dans la lignée qui mène au serpent. C'est ça que ça veut dire, c'est une synapomorphie. Alors, qui dit que la proposition 2, c'est correct? Qui dit proposition 2, pas correct?
C'est correct, c'est correct. L'ancêtre commun, c'est tous les reptiles. Ils ont 4 membres. Et c'est perdu chez les serpents. Donc, le fait de ne pas avoir de membres, c'est un caractère dérivé chez les serpents. Ok? Donc, un caractère dérivé, c'est pas forcément plus complexe, ça peut être la perte de quelque chose. D'accord? Alors, numéro 3. Chez l'abeille, le poulpe et le faucon, l'état avec des yeux, c'est une synapomorphie. C'est-à-dire qu'ils partagent ce caractère parce qu'ils l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun. Donc, si on considère des animaux simples, des éponges, pas d'yeux, abeille, poulpe, faucon avec des yeux, c'est une innovation évolutive ici. Qui dit oui, ça c'est vrai? Qui dit non, c'est pas vrai? Non, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Parce que c'est une homoplasie. Les synapomorphies, on considère uniquement les caractères homologues. La même organisation, la même position dans l'organisme, les mêmes origines embryonnaires. Là, quand on regarde l'organisation de l'œil chez l'abeille et chez le faucon, c'est deux choses totalement différentes. Donc ce sont des homoplasies, c'est-à-dire chaque lignée a développé des yeux de façon indépendante. Donc on aurait tort de les regrouper ensemble sur la base de l'observation que ces 3 taxons possèdent des yeux. Donc le poulpe, c'est un mollusque. La plupart des autres mollusques n'ont pas des yeux. Ok, donc ça c'est la question piège. Homoplasie. Faut penser à ça. 4. Chez l'amibe, le chien et le tournesol, avec l'état avec un noyau, c'est un état dérivé. C'est le synapomorphie. Qui dit oui? On a un peu moins de réponses là. Qui dit non? Ah, c'est partagé, 50, 20. Ok, 20 et 60% de gens qui ne savent pas. Ok, donc l'hypothèse cladistique, c'est ça. C'est représenté ici, c'est-à-dire que on imagine un organisme sans noyau, c'est quoi? C'est les bactéries. Amibes, chien, tournesol, ils ont un noyau parce qu'ils l'ont hérité à partir d'un ancêtre commun qui part sur cette bifurcation-là. Et l'innovation évolutive, c'est d'avoir un noyau. Ça, c'est vrai. C'est l'origine des eucaryotes. Et toutes ces espèces-là possèdent un noyau parce qu'ils l'ont hérité à partir de l'ancêtre commun de tous les eucaryotes. D'accord? Donc ici, c'est vrai ça. Donc ça, c'est correct. Proposition numéro 4. Ok? Donc c'est pas facile cette histoire. Apomorphie, plésiomorphie, synapomorphie, homoplasie. D'accord? Et il faut être vigilant pour choisir les bons caractères, connaître l'état, quel est l'état dérivé, quel est l'état archaïque d'un caractère. Parce que si on ne le fait pas bien, l'arbre qui en sort de l'analyse sera faux. D'accord? Ok, donc on a vu ce problème-là, choix des caractères à intégrer. Bon, imaginons qu'on a fait ça. On a choisi nos taxons, les intragroupes, extragroupes. On a bien choisi des caractères qui sont homologues. Et on a bien déterminé quels sont les états archaïques et quels sont les états dérivés de ces caractères. Maintenant, on peut essayer de construire l'arbre. Alors, ce que l'on fait, on dresse un tableau des attributs. Donc, on met nos taxons ici, et on met les caractères à leur état dérivé en colonne. Et donc, on met une croix chaque fois que le caractère à son état dérivé est présent. Donc, c'est ce qu'on fait. D'accord? Ensuite, on va regrouper les taxons par leur caractère dérivé partagé, c'est-à-dire les signes apomorphies. Signes partagés apodérivés. Et donc, on voit des paires de groupes, 4 qui vont ensemble ici, 5 qui vont ensemble comme ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pour transformer ce tableau en un arbre,
c'est d'abord on fait des groupes emboîtés. Donc les taxons qui partagent tel ou tel caractère à l'état des dérivés vont dans la même boîte. Donc koala et possum, ils ont une poche marsupiale, donc on les met dans la même boîte. Zoetopes ont un vrai placenta, on les met ensemble. Tous ces 4 taxons, quand on regarde, ont des tétons. Ah, vous le saviez peut-être pas, mais c'est vrai. Et l'ornithorynque, bien qu'ayant possédant une glande mammaire, n'a pas de tétons. Donc on le met en dehors de la boîte bleue, mais dans la boîte jaune pour les mammifères. Et le canard, il possède que 4 membres. Donc on a une structure emboîtée. Ensuite, on met une bifurcation à la sortie de chaque boîte. Et aussi, on peut mettre dessus quelles sont les innovations évolutives que l'on a observées à chaque embranchement. OK? Et chaque boîte peut avoir un nom qui désigne le clade. Okay? Donc ça, c'est notre arbre phylogénétique qui en sort. Alors, à l'état actuel, c'est un arbre non enraciné. Donc si on veut l'enraciner, il faut mettre un extra groupe qui ne possède pas le caractère 4 membres. Donc on met un poisson ici, et ça nous place notre racine à cette position-là. Okay, donc ça, c'est ce que vous allez faire en TD, mais c'est la procédure à adopter, et puis voilà. Alors, ça, c'est les caractères morphologiques, observables chez un organisme. Morphologique, anatomique, microscopique, biochimique. L'autre approche, c'est d'utiliser des données moléculaires. Mais pourquoi? Une des avantages, c'est que on peut utiliser des données moléculaires pour essayer de classer des organismes qui ont très peu de caractères en commun. Si je veux établir un classement entre moi, une amibe, un arbre et un héron, un truc comme ça, on aura beaucoup de mal à trouver des caractères en commun. Alors, pour l'arbre universel, on peut utiliser les gènes universels qui sont partagés par tous les organismes vivants sur la planète. Et peut-être celui qui est le plus utilisé, ce sont les gènes codants pour les ARN ribosomiaux. Pourquoi? Parce que tous les organismes ont des ribosomes. Tous les ribosomes, chez les bactéries, chez les eucaryotes, ont la même composition. Et ces ribosomes ont des structures et fonctions semblables, et tout le monde doit les posséder. Donc ce sont des caractères homologues. Donc on peut les comparer et ça va être valable. Donc si on fait ça, on peut sortir, donc c'est ce qui a été fait dans les années 1970 pour la première fois, et on sort ce type d'arbre phylogénétique universel. Donc on peut constater qu'il s'agit d'un dendrogramme, probablement un cladogramme, parce que la longueur des branches n'a pas vraiment de signification. On n'a que la topologie qui est importante ici. La grande surprise de ce type d'analyse, c'est de voir en bleu, là, ça c'est les eubactéries. En vert, c'est les archébactéries. Et donc, l'idée ici, c'était qu'en fait, on n'a pas une distinction en bifurcation prokaryote, eucaryote, mais on a 3 domaines de la vie, archébactéries, eubactéries et eucaryotes. Et avec des eucaryotes qui sont très proches plus proches des archébactéries. Donc ça, c'est une grande surprise. L'autre chose que l'on peut constater ici, c'est qu'on n'a pas de racines, parce qu'on n'a pas d'extra-groupe. C'est un arbre phylogénétique universel qui comprend tous les organismes du vivant. Donc il n'y a pas d'extra-groupe possible, donc pas d'enracinement. D'accord? Alors, d'autres applications l'utilisation des arbres phylogénétiques avec des données moléculaires, c'est de reconstruire des événements dans l'évolution des micro-organismes.
Donc cette fois-ci, on considère le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, le VIH2. Et quand on regarde, il existe aussi des virus d'immunodéficience chez les chats, ce sont des virus félins, et chez les singes, les virus simiens. Donc, on pourrait imaginer deux hypothèses quant à l'origine du VIH. On pourrait se dire, on aurait pu s'imaginer, ok, le VIH, est-ce que l'origine c'est un virus félin qui est transmis à l'homme, ou est-ce que c'est un virus simien qui est transmis à l'homme? Pour répondre à cette question-là, on a l'approche phylogénétique. Donc on met plein de VIH, virus humains, on les analyse avec les virus simiens et les virus félins, et on voit qu'en fait, les virus humains sont tous plus proches des virus simiens. Donc la conclusion, c'est que, en fait, l'origine du VIH, c'est la transmission d'un virus chez les simiens vers l'homme. Donc ça répond à notre question. Est-ce que c'est un virus félin ou un virus simien qui est à l'origine? C'était un virus simien. Et c'est l'arbre phylogénétique qui nous donne cette information. Une autre information, c'est que le VIH de groupe O, VIH1 groupe O et groupe M et N ont des origines distinctes. Donc on a plusieurs événements de transmission singe-homme. Et le VIH2, c'est vraisemblablement une espèce tout à fait distincte du VIH1. Donc, cette approche phylogénétique nous donne certaines informations sur l'origine de ces virus. Alors, d'autres types d'informations que l'on peut obtenir avec une approche phylogénétique, c'est reconstruire l'histoire à l'intérieur d'une espèce. Parce que les approches phylogénétiques avec des données moléculaires sont applicables à différentes échelles. Okay? Là, on a fait toutes les espèces, tous les organismes du vivant pour établir un arbre phylogénétique universel. Là, on va être à l'autre extrême, on va regarder au sein d'une espèce. Et on va essayer de comprendre quelque chose sur l'historique de cette espèce. Donc ça, c'est une approche qui a été faite chez l'être humain avec les analyses de l'ADN mitochondrial. Pourquoi? Parce que, bon, il est complètement copié de mère à enfant, donc il n'y a pas de recombinaison. Donc les modifications que l'on observe, le signal vient des liens de parenté et c'est pas brouillé par une recombinaison et la meiose. Alors, l'une des premières analyses ici, c'était fait publié en 2000. Et on voit, cette fois-ci, les taxons, c'est quoi? Chaque taxon ici, c'est un individu. Et on a séquencé son ADN mitochondrial. Et le nom que l'on a ici, c'est l'ethnie de l'individu. Et donc, on a fait un échantillonnage d'ethnie africaine et ethnie non africaine. Cette fois-ci, on a un phylogramme. Les longueurs de branches sont différentes et montrent plus ou moins des divergences. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les longueurs des branches sont plus longues chez les groupes africaines, les populations africaines. La racine de l'arbre, elle est africaine. Donc c'est cohérent avec une origine africaine de l'espèce Homo sapiens. Et la longueur des branches chez toutes les populations non africaines, c'est relativement plus courte que chez les populations africaines. Ce qui veut dire qu'on a beaucoup plus de diversité génétique dans les populations africaines que dans le reste du monde. Et ça veut dire aussi que ce nœud-là, dans notre arbre phylogénétique, ça, c'est l'origine commune des populations européennes, asiatiques, australiennes, etc. À une époque relativement récente. Un autre truc qui est bizarre dans cet arbre, c'est que quand on regarde, on a une partie des populations africaines qui sont dérivées de ce nœud. Donc on pourrait se dire, oui, ça c'est logique, c'est peut-être des populations en Afrique du Nord-Est, et ça c'est cette population-là qui a quitté le continent africain. Or, quand on regarde Ewondo, Yoruba, ce sont des ethnies qui vivent en Nigeria, en Afrique de l'Ouest. Alors donc ça c'est un peu curieux et c'est un peu problématique. Alors, quelle est la résolution de ce problème? Ça c'était publié en 2000, cette étude.
par la suite, des gens se sont penchés sur cette question, comment se fait-il qu'on trouve certains haplotypes mitochondriales proches des populations non européennes, non africaines, dans l'Afrique de l'Ouest. Et on a abordé cette question par une étude phylogéographique. Donc on essaye de faire un échantillonnage des différents peuples vivant sur le continent africain. On met ça en relation avec des études génétiques et on essaie de reconstruire le passé des migrations de populations. Donc ce qui semble se passer, c'est que cette population ici, vivant il y a 60-70 000 ans, c'est la population qui est à l'origine de toutes les populations non africaines. Et aussi, cette population a aussi migré vers différentes zones en Afrique, différentes régions en Afrique, dont une partie qui s'installe en Afrique de l'Ouest. Et plus récemment, cette population-là se met à migrer et se répandre ailleurs dans le continent africain. Ça, c'est un événement plus récent. Okay, il y a 2000 ans, il y a 6000 à 10 000 ans. Et ça, c'est lié avec le développement de l'agriculture par ces populations ici. Et c'est l'expansion des cultures avec des langues bantoues. Donc, ça, ce sont des études très intéressantes qui vont allier la phylogénie moléculaire, l'archéologie, la linguistique, pour essayer de retracer des historiques des populations humaines pendant les périodes où on a en zéro trace d'histoire écrite. Okay? Donc c'est très intéressant et utile ce type d'études. Ok, donc on a 9 minutes pour voir rapidement quelles sont les techniques de construire des arbres à partir de données moléculaires. Alors, première étape, on choisit des gènes homologues. C'est comme pour les caractères, on compare ce qui est comparable. On choisit des gènes homologues qui sont présents chez tous les taxons que vous classez et on démarre par un alignement des séquences. Ensuite, on a deux approches très différentes qui nous permettent de construire des arbres. Les méthodes de distance, et on va faire le WPGMA en TD, et les méthodes cladistiques, maximum de parcimonie. Alors, on va rapidement faire les méthodologies. Donc, pour les techniques de distance, ce que l'on fait, c'est on construit une matrice de distance qui est représentée ici. Alors, dans une matrice de distance, on a en colonne les taxons et aussi en rang les colonnes. Chaque case, c'est une comparaison 2 par 2 entre cette fois-ci, cette case-là, c'est homme-chimpanzé. Donc, quand on regarde notre alignement de séquences, chaque fois qu'on voit une différence entre la séquence humaine et la séquence chez les chimpanzés, on compte une différence. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 différences dans les séquences chez l'homme et les chimpanzés. Ok, on met 6 dans cette case-là. Donc, on fait toutes les comparaisons 2 par 2 possibles et on construit notre matrice des distances. Alors, une matrice de distance peut être présentée de différentes façons. Donc, ça, c'est en nombre de différences. On les a comptées. On a 6 différences ici, 9, 18, etc. Donc, évidemment, ce sera toujours un chiffre entier. Ou alors, on peut diviser le nombre de différences par la longueur de la séquence pour nous donner un pourcentage de différence. Dans ce cas-là, on aura des chiffres qui sont pas entiers et qui sont relativement petits. Ou alors, on peut, et aussi sur la diagonale, on aura toujours 0. Ok? Chaque espèce compare avec lui-même 0% de différence. D'accord? Sinon, on peut faire l'inverse et transformer ça en pourcentage d'identité. Cette fois-ci, chaque espèce comparée avec elle-même a 100% d'identité. Et ensuite, les pourcentages d'identité, une espèce contre les autres espèces, ça va être moins de 100. Et encore une fois, un nombre non entier. Donc, avec ces différentes présentations-là, vous devez être capable de me dire, ok, ça c'est une matrice avec des nombres de différence, ça c'est une matrice avec les pourcentages d'identité. Vous devez pouvoir le repérer, ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on représente la matrice de distance et on utilise différents algorithmes pour construire l'arbre à partir de ces
différence. Bon, on va rapidement juste faire un petit peu une technique intuitive et qui rappelle un petit peu ce qu'on a fait avec des caractères tout à l'heure. Donc on peut juste à l'œil dire, ok, on met un différent seuil. Homo sapiens et les chimpanzés sont le plus proches parents parce qu'il y a le moindre nombre de différences. Donc je mets une boîte qui est définie par 6 différences ou moins, et je mets le chimpanzé et l'homme dedans. Ensuite, j'ai défini une autre boîte, moins de 10 différences. Dans cette boîte, je mets le gorille et la boîte chimpanzé-homme. Parce que toutes ces différences ici, c'est moins de 10. Et ensuite, je mets l'orangutan à l'extérieur. Une fois que j'ai fait ça, j'ai ma structure emboîtée et je crée un arbre, ou j'en sors, je dérive un arbre à partir de cette structure emboîtée. Alors, en 5 minutes, maximum de parcimonie. Une approche totalement différente, qui est beaucoup plus basée sur des préceptes et les concepts en cladistique. Donc, en cladistique, on a dit chaque caractère a un état archaïque et un état dérivé. Donc, ce que l'on va faire avec des données de séquence, c'est-à-dire on va considérer chaque position dans la séquence comme un caractère. Et le caractère peut être dans son état archaïque ou dans son état dérivé. Donc, pour effectuer ce type d'analyse, il faut avoir une idée quelle était la séquence ancestrale. Et on le fait par l'analyse des taxons extra-groupes. Et ensuite, pour chaque taxon que l'on veut classer, on voit si la position, si le nucléotide à telle ou telle position représente l'état archaïque, c'est-à-dire que c'est pareil que l'ancêtre, ou l'état dérivé, c'est-à-dire qu'il y a une mutation. Donc cette fois-ci, on aligne des séquences et on compare avec ce que l'on considère comme étant la séquence ancestrale. Ensuite, on code une matrice de caractères homologues. Enfin, et on va intégrer uniquement les sites informatifs. Un site informatif, c'est quoi? C'est quand on a un état dérivé qui est partagé par au moins 2 taxons, mais pas tout le monde. Un truc qui est unique, pas utile ça. Un truc qui est partagé par tout le monde, ça ne va pas nous aider non plus. Donc on voit ici, c'est uniquement les caractères, les mutations en position 4 et à la position 6 qui sont informatives dans notre cas. Donc ça, c'est notre tableau de différence. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on considère l'ensemble des arbres possibles avec ces 4 taxons et on va placer les mutations de façon à ce que les taxons possèdent le bon génotype. Donc, c'est-à-dire que si cet arbre-là est vrai, les taxons B, C et D possèdent des mutations à la position 4, donc je dois placer les mutations 3 fois sur l'arbre, et la mutation 6 est présente chez les taxons C et D, donc je dois le placer 2 fois. Ça veut dire que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 événements indépendants dans l'historique de ces groupes d'organismes. Or, si cet arbre-là est vrai, il faut que 2 événements. Donc, je vais choisir la solution la plus parcimonieuse, qui en fait, c'est cet arbre ici. OK? Donc, c'est une approche très, très différente de ce qu'on a fait avec les approches de distance. Alors, le problème, c'est que ça devient très lourd quand on a beaucoup de taxons. C'est parce qu'on a énormément d'arbres à considérer. Deuxième chose, dernière chose peut-être, avant-dernière, l'approche cladistique nous permet de construire un dendrogramme, un cladogramme, mais non pas un phylogramme. On ne peut pas obtenir des informations sur la longueur des branches. Donc ça, c'est un avantage des approches de distance. Ok, on est à la fin, donc je vous laisse avec ces messages. Donc, caractéristiques, cladogramme, phylogramme, définition, vous devez les connaître. L'utilité d'avoir les 2 approches. Finalement,
Dernier message. N'oubliez jamais, un arbre phylogénétique, c'est un modèle. Le modèle dépend des données que l'on met pour le construire. Si les données changent, le modèle va changer. Ok? Donc c'est comme tout dans science, ça peut changer avec de nouvelles découvertes.